Ils s'appellent Pythagore, Thalès, Euclide. Ils nous sont évidemment bien connus pour les heures passées sur nos devoirs de maths, mais avant ça, ils font partie des grands noms de la Grèce antique. Bien entendu, ils ne sont pas les seuls. D'autres mots, démocratie, aristocratie, mathématiques, donc histoire aussi, on l'a vu dans une émission spéciale, tragédie, comédie, peinture, sculpture, architecture, philosophie, enseignement, etc. Tout nous vient du grec. Des Grecs d'Athènes et de Sparte, de Delphes, Corinthe, Syracuse, qu'ils soient héros, dieux ou simples mortels. Ils ont aussi pour nom Ulysse, Périclès, Socrate, Homère, Hérodote, Héraclès ou Athéna. Ils sont innombrables et ils ont fait la gloire d'une période extraordinaire, à l'origine de notre quotidien, la Grèce antique. Alors après Alexandre, il fallait quand même revenir un peu sur cette région, la Grèce, berceau de tant de choses. Encore une fois, il faudrait plusieurs semaines pour en faire le tour, puisque parler de la Grèce antique, c'est en fait parler de 13 siècles, ce qui serait quand même pas raisonnable en une seule émission. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de nous amuser à de constants va-et-vient entre nos époques modernes et contemporaines avec l'Antiquité. Parce que quand je dis que la Grèce c'est le berceau de notre civilisation, il faut quand même savoir que ça fait seulement 500 ans qu'on l'a retrouvée. Alors, une fois n'est pas coutume, je ne serai pas seul pour ce faire. En effet, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Hélène Munier, historienne et historienne d'art, avec qui nous allons vous emmener dans ce magnifique voyage temporel. Le temps de préparer crème solaire et climatisation, lunettes de soleil évidemment, Temporium vous emmène aujourd'hui à la découverte de la Grèce antique. Temporium, Richard Fremder. Alors mon invité, c'est d'abord une rencontre, non seulement pour son érudition, mais aussi pour sa faculté à faire passer les messages, les images, vous allez voir ça. Avec elle, on va s'amuser à un petit jeu, celui de la mise en perspective, si important. Je trouvais intéressant, plutôt que de parler toujours des mêmes sujets autour de la Grèce antique, de faire des rapprochements avec les différentes époques à partir du moment où a été redécouverte cette période. Bonjour Hélène Munier. Bonjour Richard. On peut dire aujourd'hui que vous avez vraiment un prénom prédestiné. Oui. Alors vous êtes diplômée de la prestigieuse École du Louvre, vous êtes conférencière auprès du ministère de la Culture, vous dirigez également une agence de communication autour de l'art. Rapidement, qu'est-ce que la Grèce antique évoque pour vous ? Quand on fait de l'histoire de l'art, la Grèce antique, c'est à peu près le point de départ, l'alpha et l'oméga de l'histoire de l'art. Il y a un très grand historien anglais qui disait « Étudier l'histoire des réactions devant l'art antique reviendrait à étudier l'histoire de la culture européenne dans son ensemble ». Grosso modo, si je devais résumer, je crois que le modèle grec, pour moi, c'est un peu tout l'héritage antique qui nous hante, c'est notre identifiant culturel, qu'on en soit conscient ou pas, qu'on a intériorisé complètement, qui aujourd'hui d'ailleurs est pas mal mis à mal. Et s'il fallait le caractériser, cette base identitaire commune européenne que nous devons complètement aux Grecs, c'est une certaine idée de l'homme, un postulat de confiance en l'homme, et c'est aussi une certaine idée de l'homme capable, par sa raison, par sa capacité de réflexion, de se dépasser lui-même, de dépasser la nature, et d'être une pièce unique dans le grand puzzle que constitue notre planète. C'est quasiment le résumé intégral de l'émission. C'est remarquable. C'est remarquable. C'est vrai qu'en préparant l'émission, je me suis rendu compte, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais quand on regarde la façade, je parle bien de la façade de la Maison Blanche aux États-Unis, le Sénat américain, l'Assemblée nationale en France, le Porsche du Bundestag et celui de Buckingham Palace, tous les symboles du pouvoir des grandes puissances occidentales sont d'influence grecque. Complètement. C'est-à-dire que, alors à travers l'architecture, c'est particulièrement vrai. Et quand on dit grec, on dit surtout référence antique. Parce que déjà, dans ces monuments-là, c'est une transposition de l'architecture grecque dans des bâtiments apolitiques ou à symboles politiques extrêmement forts. Et Rome est passée par là. Évidemment. Et c'est les Romains qui ont cristallisé et mythifié, si je puis dire,
ces références architecturales grecques. L'architecture grecque, elle est d'abord et avant tout religieuse. Nous, notre manière de l'approcher, c'est à travers des bâtiments politiques. Et ça, c'est pourquoi ? Parce que les Romains sont passés par là. Évidemment, architecture et puissance c'est vrai que ce sont souvent liés, mais on peut dire que le recours grec, quand même, est assez récent. Quand je pense à Louis XIV, et quand il fait refaire la façade du Louvre, c'est une colonnade grecque, quand même. Donc parmi les grosso modo, chacun peut avoir son petit décodeur pour repérer les éléments antiquisants qui sont partout dans nos grandes villes européennes. Vous avez cité jusque de l'autre côté de l'Atlantique, la Maison Blanche, mais il y a aussi Saint-Paul à Londres, ce qu'on appelle la machine à écrire à Rome, là, le monument de François Emmanuel. Les identifiants, c'est quoi ? C'est la colonnade, une architecture toujours centrée, un fronton triangulaire, éventuellement semi-circulaire, des chapiteaux, c'est-à-dire ce qui surmonte les colonnes, avec 3 types d'ornementation qui nous viennent très directement des Grecs, soit super simple, ce qu'on appelle le chapiteau dorique, soit un peu plus complexe, ionique, soit enfin plus ornemental, le chapiteau corinthien. Ça, je crois que tout le monde est capable de le décoder, jusque sur nos façades d'immeubles haussmanniens. Absolument, partout dans Paris ou dans les grandes villes de France, effectivement. Alors, puisqu'on en est à parler de pouvoir et donc de gouvernement, de politique, la vie de la cité, il faut savoir que c'est quand même à partir du milieu du 5e siècle, avant notre ère, que Périclès à Athènes, évidemment, effectue les ultimes réformes institutionnelles, notamment la mystophorie. Alors, c'est un mot qu'on ne connaît pas et pourtant on sait tout à fait ce que c'est, puisque ça consiste à rétribuer l'exercice de la plupart des fonctions publiques. En fait, le mistos, c'est la rémunération. Bon, en gros, ils ont créé les fonctionnaires, pour être très clair, et c'est vrai qu'on est là aujourd'hui au cœur du sujet. En fait, ce sont désormais des fonctionnaires qui remplissent charges et mandats publics, et comme souvent, tout ça, ça part d'un bon sentiment, puisque c'est une volonté d'intéresser tout le corps civique à la gestion de l'État. Rapidement, ce système, c'est logique, va s'étendre aux marins, aux soldats, oui, nous aussi, qui eux reçoivent une solde, etc. Le droit de cité devient donc un métier. De vous à moi, je me demande si c'est pas là que le verre s'est mis dans le fruit, mais c'est vrai que c'est pas le sujet. Ce qui est sûr, c'est que les différents salaires, indemnités, soldes, bref, les mistoïs, permettent une relative aisance aux bénéficiaires. Les plus pauvres, désormais, peuvent donc remplir ce type de fonction et vont même en faire une cible de choix. Désormais, on veut devenir fonctionnaire. Vous voyez que ça n'a pas changé. Mais c'est vrai que sans ça, il n'y aurait pas d'exercice possible des droits que la démocratie reconnaît aux citoyens. Aristote dira que l'Assemblée du peuple est souveraine sur toutes les questions. L'Assemblée du peuple est donc au cœur du système, même si lui, Thucydide, va écrire « en apparence, c'était la démocratie », mais en réalité, le gouvernement d'un seul. Je trouve que c'est terriblement actuel comme remarque. Cette assemblée et ses magistrats sont surveillés par un conseil, la boulée, dont les membres sont tirés au sort. Alors on va se remettre dans le contexte rapidement. Pas de femmes, ni d'étrangers, ce qu'on appelle les métèques à l'époque, même s'ils sont devenus grecs depuis plusieurs générations. Mais c'est quand même la première fois dans l'histoire qu'un peuple est appelé en toute légalité institutionnelle à prendre en main son destin, à décider selon sa conscience et ses intérêts. En fait, ce qui est effectivement très intéressant dans votre brillant résumé de l'organisation politique propre à la Grèce, de la cité, de la police, c'est ce que Jacqueline de Romilly le souligne assez bien en disant que ça caractérise vraiment la Grèce et que c'est toute la différence entre la politique grecque et la politique romaine. Et qu'il y a un paradoxe à ce que nous soyons aussi hantés et habités par le modèle grec quand on considère que dans ce modèle politique, en fait, il n'y a pas de politique expansionniste, il n'y a pas de politique impérialiste, il n'y a pas d'ambition de domination sur d'autres peuples. Et pourtant,
c'est ce modèle qui est devenu aussi pérenne, et la continuité avec nos fonctionnaires me paraît d'une limpidité sans commentaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'émission d'avant, c'était Alexandre le Grand. L'épisode Alexandre le Grand est assez étonnant, unique dans l'histoire de la Grèce. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas normal, en fait. C'est pas la normalité. Tout en sachant que c'est pas non plus un empire qu'il a voulu fonder. C'est juste une conquête d'un conquérant. Mais il n'a pas voulu fonder une dynastie. C'est ça aussi qui est important par rapport, là aussi, une différence par rapport aux Romains. Ce qui est aussi extraordinaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette civilisation qu'on porte au nu au point d'en faire le socle de notre époque contemporaine, eh bien, n'a été redécouverte en fait réellement que dans les premières années du XVe siècle. Il faut dire qu'au 5e siècle, on va remonter encore un peu, après le partage de l'Empire romain, le cœur de la Grèce passe d'Athènes à Constantinople et que beaucoup de choses vont changer. Alors, on ne peut pas dire non plus que le Moyen-Âge a totalement oublié la Grèce, mais au fil des siècles, il l'a de moins en moins prise en compte pour des raisons culturelles, mais aussi religieuses évidemment. L'idéologie chrétienne est par définition opposée à la culture hellénique, synonyme de paganisme. Il ne faut pas non plus oublier que le grec est à l'origine d'une controverse, une première controverse très importante sur l'orthodoxie. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, ça nous emmènerait trop loin, mais il faut savoir que langue grecque, le latin et l'hébreu ne se traduisent pas de la même façon, n'ont pas la même notion à la base. Par exemple, la Trinité, vous savez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que ce sont 3 personnes ou une seule et même personne? Ce qu'on appelle la consubstantialité. C'est ça la problématique à cette époque-là. Le 3 en 1, si vous préférez, c'est pas la même chose que Fils de Dieu, donc homme avant tout. C'est la fameuse théorie de l'arianisme avec un I, surtout. Bref, vous allez vous dire, bon, c'est sans conséquence, on s'en fiche complètement, mais allez vous renseigner un peu sur les exactions commises par les Visigoths ariens sur les évêques catholiques. Vous penserez alors différemment, mais c'est vrai que je m'éloigne du sujet. Surtout en Occident, donc n'hésitez pas à me couper, surtout si vous voulez rajouter. Sur cette période médiévale, il y a effectivement une rupture extrêmement importante en Occident. Vous avez mentionné le déplacement d'Athènes vers Constantinople et vers l'Empire byzantin. Principe de base, désormais la chrétienté romaine va se construire autour de Rome précisément et va associer l'héritage antique, l'héritage grec, à 2 choses. Non seulement le paganisme, mais les persécutions contre les chrétiens. Donc il y a une forme de diabolisation du modèle antique, on n'en veut plus. L'art roman, l'art gothique se coupe complètement des références à l'Antiquité. Ceci dit, on ne coupe pas complètement le contact, ça c'est tout à fait vrai. D'abord parce qu'il y a des monuments qui restent présents et on va y revenir. On n'est pas complètement ballot, on les garde. Évidemment. Mais c'est vrai peut-être à ce moment-là que le modèle romain est plus important que le modèle grec. Oui, absolument. Évidemment. Alors surtout en Occident, les pays grecs vont susciter effectivement une certaine méfiance depuis le fameux schisme de 1054 qui a séparé l'Église d'Orient et celle d'Occident. On arrive à une vraie divergence, là encore, entre le latin et le grec, une vraie cassure. Et du coup, ça explique tout. Quand les croisés, un demi-siècle plus tard, prennent Constantinople, ils n'ont aucun scrupule dans sa mise à sac, ce qui n'aurait pas été le cas plusieurs années auparavant. Quant aux routes de pèlerinage, on vient d'en parler, on parle des monuments, on les visite, mais on visite en fait que les sites religieux, sous-entendu chrétiens bien sûr. Ils ne vont pas se détourner de leur route pour aller jeter un œil sur les idolâtries païennes. Vont donc s'en suivre des siècles de silence. Quant au XIVe siècle, arrive sur le devant de la scène un certain Cyriaque d'Ancône. Il est italien, il participe à un mouvement qui commence à s'épanouir de l'autre côté des Alpes, l'humanisme. Alors Hélène, on parle beaucoup, et souvent à tort et à travers, c'est vrai, de l'humanisme. C'est quoi au juste? Parce que là, on est, je pense, véritablement au cœur du sujet. C'est là que tout recommence ou commence. Oui, alors ce qui se passe au début du XIVe siècle, avec effectivement cette figure emblématique de Cyriaque, mais aussi 2 autres figures emblématiques qui sont celles de Dante et de Boccace, on a des acteurs qui vont commencer à renverser le regard que l'on peut porter sur l'Antiquité. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, l'Église chrétienne, ça y est, elle a posé ses bases, elle a ses monastères, elle a sa papauté. Donc elle commence à avoir une autorité suffisante qui lui permet de ne plus avoir besoin systématiquement de s'opposer au modèle antique. Il y a une nostalgie de ce modèle grec également qui apparaît. Et puis il y a la volonté au sein même de la chrétienté, à travers quelqu'un comme saint François d'Assise, la volonté de réintégrer l'homme quand même.
de ne pas toujours le considérer comme une pauvre âme en perdition, condamnée aux enfers à la moindre incartade, et l'envie de renouer avec cette fameuse confiance en l'homme que la philosophie grecque avait tellement exaltée. Et dans cette perspective, eh bien, nos penseurs, notre Syriaque, Dante, Boccace, vont essayer de replonger dans les textes antiques. Je dis bien les textes parce que ça commence par l'aspect intellectuel et philologique de la chose. Vont essayer de renouer et de repenser cette philosophie grecque, tout en essayant bien sûr de la rendre compatible avec la chrétienté. Pas simple, il y a du gros travail à faire. C'est un vrai travail justement d'érudition, c'est pour ça qu'ils ont dû aller chercher un peu de tout. C'est l'homme qui revient au centre, d'ailleurs c'est la période où on peut découvrir les premiers portraits qui commencent à apparaître, ce qui n'était pas du tout le cas des années auparavant. Exactement. Les symptômes de cet humanisme, je crois qu'on peut les résumer, autant on a oublié les philosophes de l'humanisme, si je vous cite Marcille Ficin, Pic de la Mirandole, on a tous oublié. Par contre, on pense Joconde, on pense Adam de la Chapelle Sixtine, et on voit cette idée de l'homme incarnée à travers ces images que je pense tout le monde peut avoir en tête, incarnée à travers ces images, une idée de l'homme reconfortée dans une certaine force, une centralité au centre du monde, et puis, comme par hasard, cet homme, cette femme reprennent les allures de l'Apollon antique ou de la Vénus antique. L'un de mes chevaux de bataille, j'ai toujours tendance, vous avez cité la Joconde, j'ai toujours tendance à dire et à penser que Léonard de Vinci n'est pas un homme, n'est pas un humaniste, ce n'est pas un homme de la Renaissance. Pour moi, c'est toujours un médiéval dans l'âme. C'était pas un lettré du tout, puisqu'il ne connaissait lui ni le latin ni le grec, donc il n'avait pas la possibilité d'être un humaniste au sens propre du terme. Mais bon, là encore, il y a une émission spéciale sur ça, donc je vous engage tous à les écouter. Et vous avez tout à fait raison, simplement, comme tout artiste, indépendamment de sa non-culture proprement humaniste, cet homme-là, à l'époque dans laquelle il vit, formule sur le plan sensible, en tant qu'artiste, ce que l'on n'est pas encore capable de nommer et de conceptualiser comme tel. C'est le propre d'un artiste. Et du génie, en plus du génie, oui, c'est vrai. Alors, on parlait de Syriaque, il faut savoir qui c'est aussi, c'est un marchand qui voyage beaucoup, donc qui est considéré un peu aujourd'hui comme le fondateur de l'archéologie. Il a le goût du risque, de la recherche, l'esprit d'entreprise, une soif de richesse aussi, c'est un marchand. Comme il est mêlé en plus d'assez près à la politique, il est donc chargé de missions diplomatiques et d'ambassades, et du coup, il est en contact avec de très nombreuses personnes influentes. Mais chose curieuse, il n'a pas fait d'études, il n'a pas fréquenté d'université, mais il est curieux. Et ceux qui ont l'habitude de m'écouter savent que pour moi, c'est beaucoup plus important que les diplômes, etc. La curiosité permet énormément de choses. On parlera de Schliemann peut-être tout à l'heure, mais voilà, des gens comme ça, ce sont ceux qui font changer les choses, qui font bouger un petit peu les lignes. Et ces voyages vont éveiller cette soif de découverte. Ce qu'il va voir est au-delà même de ce qu'il pouvait imaginer. Sur les monuments dont on parlait nous tout à l'heure, il commence à copier les inscriptions qu'il découvre et du coup, en véritable autodidacte, il va acquérir des connaissances épigraphiques et archéologiques. Et alors, il a une idée très originale pour l'époque, qui est que les monuments et les inscriptions sont des témoins plus fidèles encore que les textes des auteurs anciens. Il va donc rassembler dans un livre tous les témoignages de l'Antiquité qu'il va trouver. Malheureusement, on les a perdus, pour la plupart, on a perdu en tout cas énormément de ces découvertes, et c'est comme ça en tout cas qu'il retrouve des trésors en suivant les cartes de Ptolémée, l'histoire naturelle de Pline, etc. Ce qui fait basculer les choses, c'est en fait que on se rend compte à ce moment-là qu'on faisait confiance au texte pour se référer au modèle antique, et que quand on observe les objets, les œuvres, les inscriptions, il y a un décalage. Il y a un autre homme qui fait ce constat-là, c'est Vitruve, qui regarde les traités d'architecture de l'Antiquité, puis qui s'aperçoit en regardant les monuments qu'il y a un décalage considérable entre la théorisation, l'intellectualisation propre au texte, et par ailleurs les œuvres. Et du coup, le propre de la redécouverte de l'Antique à la Renaissance, à partir du XVe siècle, comme vous le disiez, c'est qu'on va fonctionner par compilation, par fragments, par œuvres, et qu'on va repartir des objets et de l'observation.
plutôt que de l'intellectualisation. Et c'est ça qui permet, outre la curiosité sur laquelle vous insistiez tant, c'est la capacité d'observation et de s'en référer aux œuvres et aux objets qui va permettre la possibilité d'une réinvention. Parce qu'il va de soi que l'humanisme version Renaissance 15e, 16e, c'est pas le modèle idéalisme grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce qu'on appelle le pragmatisme, quelque part, c'est très clairement dans le sujet. Alors, qu'est-ce qu'il trouve, en fait, exactement? Quels sont les monuments sur lesquels on peut imaginer qu'il a travaillé? Alors, par exemple, il y a une redécouverte qui va beaucoup marquer la génération de Michel-Ange, la génération de Raphaël, la génération de Léonard de Vinci. C'est la redécouverte de la Domus Aurea, la maison dorée, qui était la demeure de Néron à Rome. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement à ce moment-là, on se remet à observer les monuments qui avaient subsisté, comme le Panthéon à Rome, par exemple, ou le Colisée, ou le Forum, mais on va fouiller. Et quand on fouille et qu'on découvre la Domus Aurea, on découvre des peintures au mur, des décors, des types de décors qui vont renouveler le vocabulaire décoratif des artistes, ce qu'on appelle les grotesques. On les a appelés grotesques parce que tout simplement, c'était des peintures qu'on découvrait dans une grotte, au sens littéral du terme. Voilà. Donc voilà le type de monument que l'on redécouvre. Mais là, on est à Rome, c'est-à-dire en fait, on est sur la copie, on n'est pas sur l'original. L'humanisme de la Renaissance se construit à partir des monuments que l'on redécouvre sur le territoire italien. D'abord italien et ensuite, effectivement, on va chercher... J'avais un prof d'ailleurs à Michelet qui me disait les Romains sont des copieurs, un peu comme les Chinois, c'est-à-dire qu'en fait tout est dans et ils copient mal en fait. Ce n'est que dans l'illusion, on voit que la façade, mais quand on gratte un petit peu, il y a rien derrière. Alors que les Grecs, tout est plein, c'est du vrai, c'est du dur. Ce n'est pas le cas des Romains. C'est quand même un peu injuste pour les Romains, mais ce qui est vrai, c'est que la transposition par les Romains du modèle grec et des monuments grecs, c'est que l'art grec était un art entièrement dédié à la spiritualité. C'était pas un art religieux au sens où nous l'entendons, la mythologie n'a pas grand-chose à voir avec notre monothéisme judéo-chrétien, mais disons que l'art était sacré. Alors que dans le contexte romain, l'art est complètement désacralisé et mis au service du pouvoir, et non seulement au service du pouvoir, mais petit à petit au service des personnes, les fameux empereurs. Donc, c'est là que je rejoins, effectivement, il perd de sa substance, il perd de son contenu, et la forme n'a plus la même densité de mise en connexion de l'homme avec la spiritualité. Ça, c'est vrai. Et mais concrètement, il y a même parfois du plaquage. Hein. C'est pas du marbre complet comme ça peut être chez les Grecs. Moi, je l'ai vu par exemple à Herculanum où on tombe sur des statues. Là, il y a une petite plaque de marbre dessus et il y a derrière, c'est quasiment du sable compacté. C'est assez incroyable. Absolument. C'est-à-dire que les Romains sont des ingénieurs. Donc les Romains, on voit ça aussi au Capitole. J'ai fait le même constat très surprise. On voit l'appareillage de briques qui est brillantissime, qui leur permet d'avoir des hauteurs de voûte absolument incroyables, dont on va rester jaloux pendant tout le Moyen-Âge. Et puis après, ils plaquent ça avec des plaques de marbre pour faire genre grec, voilà, et faire chic. Ouais, ça n'empêche pas que ça dure, puisque c'est toujours là, de toute façon. C'est le bling-bling. C'est un peu ça. C'est complètement ça.
Il y avait le côté chinois finalement quelque part. Il n'avait pas tort, ce professeur dont je tairai le nom évidemment. Alors la Renaissance italienne va plutôt aller chercher du côté, donc ça on le disait, hein, de l'Antiquité romaine. Quand on regarde la chapelle Pazzi à Florence, incontestablement, là on est, c'est ce qu'on disait, hein, dans l'inspiration romaine, pas grecque, quoique on peut voir tout ça. Est-ce que on n'a pas perdu un savoir-faire que entre le Moyen Âge et la Renaissance que les hommes justement de la Renaissance vont retrouver? Je pense par exemple à la perspective. Est-ce qu'elle a été redécouverte à la Renaissance ou est-ce qu'elle a été découverte? Ah, ça, c'est une invention proprement de l'époque, qui ne serait pas venue à l'esprit de la même manière dans le monde antique et dans le monde grec en particulier. À la Renaissance, ce qu'il se passe, c'est que pour mettre l'homme au centre du monde, tout en restant dans un contexte chrétien, attention, il faut, on va redéfinir en quelque sorte l'art comme une fenêtre ouverte sur le monde. Et donc, la perspective va être un moyen, la perspective mathématique, dite mathématique, que Vitruve ou Alberti vont théoriser, et surtout ils vont proposer des méthodes faciles à appliquer pour les peintres et à utiliser dans les ateliers. L'objectif, c'est de permettre d'installer la Vierge à l'enfant sur un trône et dans un espace où on y croit et où on se sent concerné et on se dit « Ah, c'est une super maman, c'est une maman pas tout à fait comme les autres, mais c'est une maman à laquelle je peux m'identifier parce que elle est dans un espace qui est comparable au mien. » Donc la perspective est un instrument, mais elle traduit aussi un changement complet de la perception du monde, parce que si perspective il y a, alors il y a une centralité possible, une symétrisation possible, et donc un ordonnancement du monde possible, alors que dans le monde médiéval, cet ordonnancement, on n'en rêve même pas. On a peur de la nature. Oui, tout est plaqué, tout est complètement en deux dimensions, mais très simple. Exactement. Effectivement. Moi, je suis un fan de Masaccio. On peut voir l'avancée justement et l'arrivée de cette perspective grâce à cet artiste absolument monstrueux. Il y a la perspective au sens mathématique pour tout ce qui est architecture, donc c'est l'idée qui a un point de vue central, etc. Et puis l'autre outil qui permet ce que Masaccio réussit magnifiquement, c'est le travail de l'ombre et de la lumière, le travail des ombrages qui permet de mettre en volume des corps, des épaules, des genoux, des bras, des raccourcis, des visages, et donc qui permet d'avoir, au lieu de silhouettes complètement plaquées, comme on le voit dans l'art byzantin, en deux dimensions, d'avoir véritablement des présences, des corps physiquement présents. Et justement, ça peut venir aussi un peu de la statuaire. On commence à dessiner comme on regarde les statues, et ces statues sont aussi des statues antiques. On redécouvre des statuaires antiques. Et là, retour au pragmatisme qu'on oublie bien souvent quand on fait de l'histoire de l'art, c'est que ce qu'ils avaient sous les yeux, la peinture grecque, elle a complètement disparu. Donc, imiter la peinture grecque, impossible. La peinture romaine, à l'époque, on ne la connaît pas. On n'a pas encore, vous en parlerez tout à l'heure, découvert Herculanum Pompéi. Donc, qu'est-ce qu'on a sous la main? On a de l'architecture d'un côté et des sculptures de l'autre. Donc, le modèle antique, effectivement, c'est le volume d'abord, la symétrie d'abord, mais pas du tout a priori un modèle de peinture, d'où une distance et une liberté totale pour les artistes, et d'ailleurs une très grande diversité entre le style d'un Masaccio, le style d'un Botticelli, avant d'arriver au style d'un Raphaël ou d'un Michel-Ange. Évidemment, et puis alors en plus, il y a l'homme, donc on redécouvre le nu, on redécouvre la liberté, là est complète, on a vraiment face à soi quelque chose d'assez nouveau quand même. Et à ce moment-là, en fait, il y avait deux challenges incroyables qu'ont relevé les artistes. C'était renouer avec le nu, qui était l'essence même de l'art grec. Dans l'Antiquité grecque, le nu était une manière de dépouiller l'essentiel de l'homme au sens spirituel du terme. Dans le monde chrétien, il y avait un gros bug quand même. La nudité, attention danger, attention tentation. Donc renouer avec le nu, il fallait surtout que ce soit un nu bien conforme au modèle grec, c'est-à-dire idéalisé et non pas strictement réaliste, pour qu'on puisse renouer avec. Et le deuxième challenge, c'était de renouer avec le portrait, qui est une des grandes inventions des artistes de la Renaissance. Renouer avec le portrait, dans le monde chrétien, ça va pas de soi, parce que c'est valoriser notre apparence physique qui est vouée à redevenir poussière. Et ça, d'où vient l'idée du portrait? Elle ne nous vient pas des Grecs.
Elle nous vient des Romains. Bien entendu. Et c'est là que ce mélange Antiquité, Grèce et Rome est vraiment fondamental pour nous. Alors c'est vrai que les thèmes de la Renaissance sont catholiques, enfin en tout cas chrétiens. Bon nombre d'œuvres vont avoir pour origine également les grands mythes aussi, les héros de l'Antiquité grecque. Et tout est lié avec le développement de l'imprimerie et surtout le livre. Alors là, j'y reviendrai dans une émission spéciale, tellement ce sujet, moi, me tient à cœur. Les bases vont être partagées par un nombre plus important de personnes, évidemment. On va pouvoir, les livres portatifs existent avec les imprimeurs notamment de Venise. Donc de plus en plus de monde va pouvoir comprendre les œuvres. Et je pense notamment au groupe du Laocoon, qui est très important. Là, on est encore dans la statuaire. Si vous n'avez pas les bases de ce que j'appellerais le vocabulaire, vous ne pouvez pas comprendre, bien sûr. En gros, si vous ne connaissez pas l'histoire que cette œuvre extraordinaire raconte, vous passez complètement à côté. Vous pouvez vous dire, ah oui, c'est chouette ce gros truc, mais au XVe siècle, au contraire, on a lu l'Iliade et on a lu l'Odyssée et on sait ce que ça raconte, cette histoire. J'ai toujours une anecdote que je prends pour expliquer ça, c'est quand on regarde un film parodique, si on n'a pas vu l'original, effectivement, on la comprend pas, la parodie. On peut peut-être sourire, mais on ne rit pas vraiment à gorge déployée. C'est ça, en fait, le principe du vocabulaire à cette époque-là, c'est extrêmement important. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on visite Fontainebleau, sachant qu'on a perdu les bases du vocabulaire de toute la galerie de Primatis, on ne comprend strictement rien. Voilà l'importance de tout ça. Cette épopée d'Homère, je parlais de l'Iliade et de l'Odyssée, tout le monde connaît l'histoire d'amour, de violence, composée 500 ans après les faits. Il faut donc douter aussi un brin de ce qui est écrit toujours, même si vous savez que l'archéologie atteste peu à peu de la véracité de certains faits. Bref, tout y est démesure. On sait que l'Iliade vient de Ilion, l'autre nom de la ville de Troie. C'est donc l'épopée de la ville de Troie mise en vers. Un affrontement titanesque entre les Achéens et les Troyens, chaque camp soutenu par les divinités, Athéna, Poséidon, Apollon, et des héros mythiques donc vont émerger, Ajax, Hector, Achille. Achille, vous le savez, va l'emporter finalement contre Troie en combat singulier. L'Odyssée, de son côté, c'est Ulysse, bien sûr, son voyage de retour après la guerre de Troie. Il va mettre 10 ans à revenir, de quoi donc écrire un bon nombre de poèmes, et on peut y croiser Pénélope, Télémaque, Calypso, les îles de Lesbos, les Cyclopes, Circé, etc. Si un jour la chaîne HBO a l'idée de se pencher là-dessus, comme ils ont fait pour Rome, entre autres, eh bien, ça peut faire quelques saisons absolument sympathiques, magnifiques. Je parle évidemment pas, malheureusement, de nos productions à nous. Bien sûr, vous le savez, vous savez ce que j'en pense. Donc tous ces héros, et plus encore, ont donné des œuvres sublimes à la Renaissance et après. La première à laquelle on peut penser, c'est évidemment la Vénus de Botticelli, qui est une Vénus, donc la déesse de la beauté, Aphrodite en grec, Vénus en latin, et son allégorie du printemps, qui est également complètement truffée de symboles et de références à ces mythes, à cette mythologie antique. Ce qui est intéressant, c'est que à la Renaissance, toutefois, la manière dont on récupère la mythologie, toujours on a ce souci de la moraliser, de la christianiser. Alors si je prends l'exemple de Vénus, pour Titien, quand il va traiter de Vénus, et Dieu sait s'il s'est régalé à décortiquer, à envelopper, à sensualiser des nus féminins, il va la transposer en Vénus profane ou Vénus sacrée, c'est-à-dire les deux versions de l'amour, les deux versions de la sensualité. Attention, il y a une version condamnable, ne nous contentons pas de la version charnelle, et il y a la Vénus sacrée pour la partie idéalisation. Puis le deuxième aspect, c'est aussi que finalement, c'est vrai qu'on a lu ces textes, c'est vrai qu'on les connaît, et en même temps on va les transposer, comme on n'a plus accès à la spiritualité qui allait avec dans le monde antique, ils vont devenir des anecdotes narratives. Et c'est les amours des dieux. On va pas se lasser de les raconter. Zeus, qui est un séducteur invétéré, qui va aller draguer tout ce qui bouge. Alors ça, c'est des histoires qui vont donner des œuvres absolument extraordinaires. Les histoires d'Apollon et Daphné, entre autres, mais aussi les histoires d'Hercule, les histoires de Dionysos, de Bacchus. Voilà, ça c'est la base de l'art. C'est la raison pour laquelle tout ce vocabulaire mythologique, qui peut-être aujourd'hui moins accessible, nous paraît un peu rébarbatif, mais est aussi prépondérant effectivement pour comprendre l'art de la Renaissance. Pour ça, il faut lire l'Iliade et l'Odyssée. Évidemment, il faut courir. Ça existe même en numérique, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'en plus, ces histoires sont adaptées. C'est de façon étonnante, l'Italie de la Renaissance va vivre aussi quasi à l'identique du modèle grec, avec l'influence des cités. À ce moment-là, on parle de l'Italie, mais c'est pas vrai. On devrait parler des cités: Florence, Milan, Naples, Bologne, Venise et Rome, bien sûr.
à l'époque classique, à l'opposé d'Athènes et de sa démocratie dont je parlais tout à l'heure, vous avez par contre le modèle aristocratique incarné par Sparte, avec évidemment des nuances. Dans cette fameuse cité du Péloponnèse, les citoyens sont essentiellement des soldats, à la fois pour les maintenir dans une certaine obéissance, comme également pour se défendre. C'est une cité qui aime la guerre, qui vit sur la guerre, évidemment. Mais vous avez en réalité, parce qu'on connaît que ça, souvent, on prend souvent ça comme modèle, mais vous avez aussi deux autres groupes de personnes à l'époque à Sparte. Vous avez les ilotes, pour résumer, on pourrait appeler ça des serfs au Moyen-Âge, ils sont attachés à la terre. Et vous avez les périèques ou périékès, des hommes libres, mais non citoyens, qui peuvent s'adonner à toutes les occupations en dehors de la politique, qui ne jouissent que de droits civils. La terre, donc pour Sparte, est la singularité. C'est un fonctionnement en fait qu'on pourra retrouver à Rome un peu plus tard, ou dans certaines civilisations barbares de la fin de l'Empire romain. Alors on va avancer un petit peu, on va passer au XVIIIe siècle, parce que c'est vrai, on pourrait parler des émissions entières sur la Renaissance et l'humanisme, mais évidemment ça avance. Le XVIIIe siècle aussi est important, puisque vont naître les idées des Lumières, complètement influencées, elles aussi, alors là, complètement influencées par l'Antiquité gréco-romaine. Eux, ils ont carrément fait vraiment l'amalgame entre les deux. Les esprits éclairés de l'époque cherchent leur inspiration dans ce fameux passé idéalisé. On le retrouve chez les philosophes, évidemment, dont les révolutions américaines et françaises vont découler considérablement, et évidemment, et on retrouve le lien dès le début, mais aussi dans la nouvelle religion révolutionnaire, la fête de la Fédération, l'être suprême, l'influence de David dans sa peinture, dans sa sculpture, tout est grec antique, mais influence aussi dans le style au XVIIIe, évidemment. On passe à cette époque-là du rococo au néoclassique, là encore, référence directe à la Grèce antique. Quelle est la différence en fait entre les deux? Alors, si on devait caractériser le rococo, je pense que ça peut évoquer un peu pour tout le monde. Vous savez, ces salons un peu désuets dans lesquels on trouve des fauteuils avec les pieds cambrés, le dossier arrondi, une couverture de toile imprimée. À l'époque, c'était volontiers de la tapisserie. Bref, un mobilier qui est volontiers très décoratif, tel un théâtre. C'est un peu luxe, calme et volupté. Ça correspond au XVIIIe siècle, une période aussi de très grande richesse économique, de relative stabilité politique de la monarchie dans toutes les grandes puissances européennes, à contrario du XVIIe, qui est quand même une période de guerre où on consolide justement les contours de ces grandes puissances. Donc, bref, tout ça pour dire cadrer un peu le rococo. Et puis, il va y avoir une rupture majeure qui est directement liée à une redécouverte de l'Antiquité, cette fois-ci par l'archéologie, et l'archéologie au sens méthodique, scientifique du terme, selon non seulement la philosophie des Lumières, mais la philosophie appliquée, en quelque sorte. L'esprit des Lumières va pénétrer le travail des archéologues, et on a une accélération considérable au milieu du XVIIIe siècle, qui va du coup faire complètement basculer les références des artistes et les renouveler. Herculanum, 1738, Pompéi 1748, Paestum en Sicile ensuite, sont des redécouvertes majeures. Pourquoi ? Parce qu'on redécouvre l'Antiquité non pas par les grands monuments auxquels vous faisiez référence, mais par le petit côté de la lorgnette, si je puis dire. La vie quotidienne. La vie quotidienne, le mobilier. Et alors ça donne une chair à l'Antiquité à laquelle on n'avait jamais eu accès. Et donc un appétit pour les artistes à réinvestir ce modèle antique, cette fois-ci à travers justement la vie quotidienne. Donc effectivement, le néoclassicisme, c'est un néo-antique. Et c'est vrai que Napoléon, quand il part en Égypte, il emmène avec lui des scientifiques, évidemment, pour essayer de comprendre, de redécouvrir. C'est là d'ailleurs qu'on va redécouvrir la pierre de Rosette. Mais enfin là aussi, ça nous emmène très très loin dans les sujets. Encore une fois, on peut passer plusieurs semaines sur ces sujets-là. Il y a peut-être simplement un deuxième aspect qui est très important, je pense, c'est que cette redécouverte de l'Antiquité, plus méthodique, plus précise, elle va permettre aussi d'associer à la philosophie des Lumières et à la confiance en l'homme, de se repartir des fondamentaux de la philosophie grecque. Et la Déclaration des droits de l'homme, elle vient en droite ligne de cette philosophie de confiance en l'homme et de ce postulat de confiance dans la raison avec un grand R, humaine, et donc qui va fonder la foi dans le progrès. Ça, c'est un aspect qui est très important. La raison, l'être suprême, tout ça, c'est les grands discours de Robespierre.
Évidemment. Tous les hommes ont un secret attrait pour les ruines. Ce sentiment tient à la fragilité de notre nature, à une conformité secrète entre ces monuments détruits et la rapidité de notre existence, déclarait Chateaubriand, écrivait Chateaubriand. Moi, je suis personnellement fasciné, absolument fasciné par Hubert Robert. On en voit plein au Louvre. Je pourrais rester des heures devant une de ces ruines en tableau. Et on a là toute la fascination romantique de l'Antiquité. On est là au XVIIIe, début XIXe siècle. Là, c'est autre chose. On revient encore une fois aux sources de l'idéal, un retour à l'antique, à ses valeurs esthétiques, morales. C'est l'époque aussi du Grand Tour, le fameux Grand Tour. On voyage dans des lieux précis qui va donner le mot anglais touriste. Le tourisme va naître à cette époque-là. J'ai déjà eu l'occasion de parler de Schliemann dans l'émission sur la découverte de l'histoire et de son fantastique apport dans la connaissance et la redécouverte des anciennes cités. Va suivre aussi l'âge d'or à ce moment-là de l'archéologie. On passe du romantisme encore une fois au concret. Là, on est vraiment dans la recherche la plus scientifique possible. C'est d'ailleurs pas un hasard si à cette époque-là vont naître les Jeux Olympiques. Ils vont renaître en fait à cette époque-là, en toute fin de 19e, même si on le sait peu, ça c'est un petit scoop peut-être que je vous donne, se sont déroulées les Olympiades de la République à Paris en 1796, 97 et 98. Ça c'est un petit scoop que peu de monde connaissent. Des Jeux Olympiques qui pourraient remonter à près de 1000 ans avant notre ère, en fait. On dit souvent c'est 700 ans, on commence à penser que c'est c'est beaucoup plus tard, donc beaucoup plus avant, en tout cas dans le temps. À l'époque, les épreuves sont hippiques et athlétiques. Les Grecs n'offraient pas de titre olympique, il faut le savoir, au lancer du disque, javelot, etc., contrairement à tout ce qu'on raconte. Fin 19e, le célèbre baron Pierre de Coubertin va faire renaître les Jeux Olympiques, les premiers à Athènes, c'est normal, puis à Paris en 1900. Ceci étant, ce serait quand même une erreur aussi de croire que leur recréation ne serait due qu'au souvenir de la Grèce antique, une certaine nostalgie quand même des joutes médiévales, l'esprit chevaleresque qu'on retrouve dans le serment d'ailleurs olympique. Il y a tout ça un mélange qui nous emmènerait là aussi trop loin. Donc n'allez pas croire que c'est uniquement un retour à la Grèce. Et ce qui se passe entre la fin du XVIIIe siècle, avec cet engouement néoclassique dont vous parliez, où on réinvestit complètement le modèle antique et il redevient une espèce de modèle absolu, c'est que en même temps, on est quand même en train de vivre une sacrée mutation qui se confirme pendant le XIXe siècle et qui va alimenter une nostalgie romantique de l'antique, plutôt que l'espoir de faire revivre l'Antiquité. Qu'est-ce qui se passe? C'est la mutation de la révolution industrielle, c'est la révolution française avec toutes ces conséquences sur la construction et la réinvention d'un modèle politique. Et vivant ces mutations, nous avons d'autant plus besoin, nous, Européens, et pas seulement nous, Français, de nous réasseoir et de nous rassurer sur des références et sur une légitimité historique profonde. C'est là qu'on prend pleinement conscience de ce que ce modèle antique, gréco-romain, il est notre identifiant de base et qu'à chaque période où on est un peu secoué, on a besoin de s'y référer. On revient aux sources, bien sûr. Exactement, on revient aux sources. On a besoin, surtout, c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, dans cette époque où on a une espèce de crise aussi ontologique, une crise de l'homme, plus qu'une crise, on a une crise financière, il y a beaucoup de crises en même temps, mais là, c'est vraiment une crise de l'homme aujourd'hui. On ne sait plus trop où on est. On a besoin de revenir à nos racines. On a toujours, d'ailleurs, ça se voit dans les publicités, quand on voit les grandes marques qui disent on était là il y a longtemps, Coca-Cola quand ils reprennent leurs vieilles bouteilles, vous voyez, c'est un retour on a besoin de se raccrocher effectivement à ça. Vous avez tout à fait raison. Alors, on aurait pu parler encore de plein de choses. On aurait pu parler de la médecine, de la philosophie, des maths, de la musique, du théâtre, des bibliothèques, de la monnaie. La liste est quasi infinie quand on parle de la Grèce antique. C'est absolument gigantesque tout ce qu'ils ont pu apporter à notre civilisation quasi quotidienne. Alors, merci Hélène Munier de ce moment partagé en votre compagnie. C'est vrai que je parle pas assez souvent d'histoire de l'art dans cette émission et c'est un tort. Ça fait du bien de temps en temps d'y revenir. C'est vrai que c'est assez difficile quand il n'y a pas d'image de parler d'histoire de l'art. Donc il y a beaucoup de choses que je vous engage tous et toutes à aller voir sur Internet. Elles y sont toutes. Surtout qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'aller dans les musées virtuellement et de les voir en très très haute définition. Merci Google d'ailleurs, on le dit jamais assez. Rapidement, une petite bibliographie. Si vous aviez, vous, un ou plusieurs ouvrages à nous conseiller pour commencer. Il y a certainement un premier ouvrage extraordinaire, Jacqueline de Romilly, Pourquoi la Grèce, qui existe en livre de poche. Jacqueline de Romilly a une manière extrêmement accessible. C'est une érudite incroyable, mais elle parle de manière très accessible justement de
Pourquoi la Grèce? Pourquoi ce modèle? Il y a un découverte Gallimard remarquable sur la redécouverte de l'Antiquité. Oui, je l'aurais cité aussi, effectivement. Voilà, Ouais, de l'archéologie. Il y a cet ouvrage de Francis Haskell pour l'amour de l'antique, qui est peut-être un petit peu plus pour les férus d'histoire de l'Antiquité. Et puis, il y a un dernier ouvrage que je recommanderais vivement, Les mythes au figuré, de Jean-Pierre Vernant, un autre grand spécialiste de la Grèce antique, mais qui est intéressant parce qu'il montre comment les mythes antiques ont été réinterprétés avec des sens complètement différents à partir de la même histoire, d'Ulysse, l'Iliade, l'Odyssée, que vous citiez tout à l'heure, depuis l'Antiquité jusqu'au baroque. Voilà, ça c'est des... Fondamental pour tout comprendre. Voilà. Mais il faut évidemment connaître les sources. Ce serait bien aussi de lire, comme je disais tout à l'heure, l'Iliade et l'Odyssée, parce que c'est quand même c'est assez amusant en plus à lire. C'est un peu long, mais assez amusant. Sinon, choix perso, moi, le Gombrich, on l'appelle toujours le Gombrich, hein, Ernst Gombrich, Histoire de l'art chez Flammarion, le meilleur pour une initiation pour moi. C'est très bien écrit, très bien documenté, les photos sont parfaites. Dans la collection Découverte Gallimard, donc on en a parlé, hein, pour un vernis, la Grèce antique, archéologie d'une découverte, donc et la naissance de la Grèce aussi, qui est un peu plus ardue, plus difficile, mais avec une iconographie extraordinaire. Donc là, vous avez aussi l'ensemble. Plus complet également, la Grèce antique de Furio Durando chez White Star, que j'ai trouvé pas mal du tout, mais plus complet, plus ardu. Là aussi, il faut être prêt. Puisqu'on en est dans la bibliographie, permettez-moi de citer votre dernier ouvrage, Hélène, qui est un véritable ovni, tant par son contenu que par sa qualité esthétique. Alors, ceux qui me suivent régulièrement sur la page Facebook savent que j'aime particulièrement les livres numériques, et j'en écris aussi, mais je suis aussi amoureux du livre tout court. Et quand je vois cet ouvrage intitulé « Quand la nature inspire les peintres », je ne peux que féliciter l'auteur évidemment, mais aussi l'éditeur, Plume de Carotte, donc absolument magique, magnifique ouvrage, foncez, parce que ça vraiment vous prendrez plaisir à le lire et à le feuilleter. Le livre papier n'est pas mort, Dieu merci, surtout s'il continue à prendre cette voie, et ça je l'y encourage fortement. Merci à toutes et tous, merci beaucoup Hélène, j'espère qu'on se reverra, ce serait peut-être pas mal de faire de temps en temps des petites émissions comme ça. N'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook Temporium, mon mail fremder@temporium.fr. À très vite, merci.